Salam alaikum. On reprend notre cours d'analyse financière par l'étude de l'équilibre financier selon l'approche patrimoniale. L'analyse financière basée sur l'approche patrimoniale repose sur l'étude de la liquidité et de la solvabilité. La liquidité, c'est la capacité d'une entreprise à couvrir ses dettes exigibles à l'aide de ses actifs liquides. On le verra dans le détail plus loin. La solvabilité, par conséquent, c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes par la réalisation de la totalité de son actif. L'approche patrimoniale a pour mission ou a pour souci de diagnostiquer le risque d'illiquidité et d'insolvabilité d'une entreprise. On va mesurer le degré de liquidité et le degré de solvabilité d'une entreprise. Qu'est-ce que le degré de liquidité ou qu'est-ce que mesure le degré de solvabilité? Ça mesure la capacité d'une entreprise pour la liquidité de couvrir ses dettes exigibles à l'aide de ses actifs liquides qui sont classe 3 et classe 5.1, stock et créances plus les disponibilités au niveau des banques et des caisses. Est-ce qu'on est en mesure, à partir de ces éléments-là, de payer nos dettes exigibles, nos dettes à court terme? La solvabilité, par contre, c'est la capacité d'une entreprise, si par malheur on arrive à une situation de dépôt de bilan, est-ce qu'on est en mesure de payer la totalité de nos dettes si on réalise la totalité de notre actif? L'approche patrimoniale mesure alors le risque d'illiquidité et d'insolvabilité d'une entreprise. Selon l'approche patrimoniale, basée sur un bilan financier et non plus un bilan fonctionnel, selon cette approche, on va essayer de faire apparaître le patrimoine réel de l'entreprise et d'évaluer les deux risques qu'on vient d'évoquer. Selon cette approche, on va essayer d'évaluer le patrimoine réel. Pourquoi on évoque le terme de patrimoine réel? Parce que, comme vous le savez bien, la comptabilité est régie par une logique juridique qui, par conséquent, pour certains biens, ils sont enregistrés selon leur valeur historique, c'est-à-dire leur valeur d'entrée. La valeur ou le bilan liquidité va nous amener à évaluer chaque élément de l'actif et à sa valeur d'aujourd'hui pour en donner une valeur qui est la plus proche du réel. Les éléments du bilan seront alors classés selon leur degré de liquidité pour l'actif et selon le degré d'exigibilité pour les éléments du passif. Je répète que l'objectif de l'analyse du bilan selon l'approche patrimoniale ou l'approche financière, c'est d'évaluer le patrimoine réel d'une entreprise et d'évaluer par conséquent les différents types de risques qui peuvent peser sur les créanciers d'une entreprise, que ce soit par rapport aux créances de court terme
ou les créances de long terme. Comme vous le voyez bien sur ce schéma, au niveau de l'actif, les immobilisations sont illiquides, c'est-à-dire qu'il nous est difficile de les transformer en liquidité. C'est pour ça qu'on les voit dans la photo avec une image comme si on avait de l'argent, mais que cet argent est bloqué parce qu'il est glacé. Petit à petit, on descend vers les stocks, les créances clients ou la liquidité. Il y a un dégèlement de ce glace et on peut accéder à nos liquidités. Côté passif, plus on est vers le bas du bilan, plus on est sur les découvertes de trésorerie, plus la dette est très exigible. Et plus on s'éloigne vers le haut du bilan, vers la classe 1, vers les fonds propres et les emprunts à long terme, l'exigibilité, elle est plus croissante. La liquidité alors, si on veut donner une définition, elle mesure la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à moins d'un an à l'aide de son actif circulant. La liquidité mesure la capacité d'une entreprise à faire face à ses dettes à moins d'un an à l'aide de son actif circulant. Le point de démarrage est toujours le bilan comptable. On est en train de mener une analyse de la liquidité et de la solvabilité de l'entreprise. Certains postes du bilan seront retraités ou reclassés d'après leur degré de liquidité et d'exigibilité et en fonction de leur valeur réelle. Cela va nous conduire à avoir un bilan qu'on va qualifier de bilan patrimonial ou de bilan financier. La solvabilité ou le risque d'insolvabilité mesure l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes. Non plus ses dettes à court terme, mais à ses dettes de court terme et de long terme, et il est opéré dans une logique d'arrêt d'exploitation. On est dans une logique d'arrêt d'exploitation, on est dans une hypothèse d'arrêt d'exploitation et on est en train de mesurer est-ce que cette entreprise est solvable, est-ce qu'elle est capable de rembourser la totalité de ses dettes si elle réalise la totalité de son actif. Jusqu'à quel niveau elle peut rembourser la totalité de ses dettes en faisant appel à la totalité de ses actifs. L'actif net serait un indicateur et il est égal au total actif du bilan financier, c'est-à-dire on va additionner le montant total des éléments qu'on a au niveau de l'actif du bilan financier et on va soustraire la totalité des dettes. Si cet actif net est positif, cela veut dire que l'entreprise est en mesure, si elle réalise son actif, de payer la totalité de ses dettes et il va en rester encore davantage, ce qui va revenir à ses actionnaires. Si après réalisation du bilan financier, on se retrouve dans une situation où les dettes ne sont plus remboursées par le total actif financier, c'est que l'entreprise est dans une situation d'insolvabilité.
Le bilan financier, il a alors pour rôle de présenter le patrimoine réel de l'entreprise, si on veut synthétiser ce qu'on était en train de dire, de déterminer l'équilibre financier en comparant les différentes masses du bilan classées par ordre de liquidité et d'exigibilité, et d'évaluer la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à moins d'un an ou ses dettes à plus d'un an lorsqu'on est dans le cas de l'analyse de la solvabilité. Ce bilan de liquidité ou ce bilan patrimonial intéresse particulièrement tous ceux qui seront attentifs au degré de solvabilité d'une entreprise ou de liquidité d'une entreprise. Et au premier rang, on va trouver les créanciers de l'entreprise. Banque, par exemple. Pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier, on va procéder par retraitement et par reclassement de certains postes. Le premier retraitement à effectuer concerne l'actif fictif du bilan. Au niveau de l'actif fictif, c'est l'ensemble des postes de l'actif qui n'ont pas de valeur vénale, qui n'ont pas de valeur pécuniaire si on arrive à une situation de dépôt de bilan. Comme vous le savez, au moment de la création d'une entreprise, les créateurs de l'entreprise déboursent des charges au niveau des frais préliminaires. Ils déboursent au fur et à mesure de la vie de l'entreprise des frais lorsqu'ils veulent faire de la recherche et développement. Lorsqu'on arrive à une situation de dépôt de bilan, est-ce qu'on peut récupérer les frais préliminaires s'ils ne sont pas totalement amortis déjà? On ne peut pas les récupérer parce que c'est des dépenses qui ont été engagées à un moment donné et qui sont nécessaires pour que l'entreprise se constitue, mais qui n'ont aucune valeur pécuniaire, aucune valeur vénale par la suite. Pareil aussi, les dépenses engagées au niveau de la recherche et de développement, on injecte beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités au niveau de la recherche-développement. Certains projets vont ou ont la chance d'aboutir, alors que d'autres ont peu de chances d'aboutir. On doit évaluer chacun des projets et voir le degré de son aboutissement. Et par conséquent, un retraitement s'impose. L'ensemble de ces actifs fictifs doit être retranché de l'actif immobilisé et des capitaux propres. Si par exemple les frais de recherche et développement n'ont aucune chance d'aboutir, la totalité de ces montants qui sont dépensés au niveau de la recherche et développement doivent être retranchés de l'actif du bilan et doivent être retranchés côté capitaux propres ou côté passif. Pareil aussi pour les frais préliminaires, on est dans l'obligation de les retrancher de l'actif immobilisé et de les retrancher côté passif des capitaux propres. Deuxième retraitement concerne les écarts de conversion actifs. Les écarts de conversion actifs correspondent à des pertes de change latentes sur les diminutions de créances ou sur la majoration de dettes libellées en monnaie étrangère. Lorsqu'on est une entreprise exportatrice, on réalise des opérations avec l'étranger
l'opération est réalisée en dollars ou en euros ou dans une monnaie étrangère, mais on est obligé de la passer au niveau de la comptabilité marocaine selon la contre-valeur de la date de l'exécution du contrat en dirham marocain. Au 31-12 de chaque année, on va évaluer notre capacité ou on va évaluer la contre-valeur de ce qu'on a au niveau de notre facture en, en monnaie nationale. Si on est dans une situation où on s'attend à une perte latente, on doit constater un écart de conversion actif. Si on est dans la situation si on est dans la situation de gain de change latent, on est dans l'hypothèse d'une ressource latente et à ce moment-là, on va la voir côté passif du bilan. Restons sur le côté de l'actif. Les écarts de conversion actifs alors correspondent à des pertes de change latentes qui trouvent leur origine soit sur une diminution de créance, on avait une certaine créance et qui va perdre de sa valeur du fait de l'évolution des taux de change. Deux cas alors se présentent. Si cette perte de change latente, qui n'est pas encore effective, elle est latente, a été constatée par une provision. Si on a déjà provisionné cette situation, aucun redressement ne s'impose. Si par contre, aucune provision n'a été effectuée, l'écart de conversion constitue une destruction potentielle de richesse et qui n'est pas encore constatée. Un retraitement s'impose. On doit alors retrancher le montant de l'écart de conversion de l'actif et on doit aussi le déduire des capitaux propres. Je répète. Si la perte de change latente a été déjà constatée par une provision qui prend en considération cette perte de richesse, aucun redressement ne s'impose parce qu'on a déjà pris en considération, selon le principe de prudence, cette perte de richesse. À la différence, si on n'a pas encore opéré de provision, si on n'a pas pris en considération cette destruction de richesse potentielle, là, un retraitement s'impose et ce retraitement va venir pour corriger la valeur du patrimoine réel de l'entreprise. C'est-à-dire, on doit diminuer notre actif et par conséquent, pour respecter le principe de la partie double, on doit aussi avoir une diminution côté passif par la diminution des capitaux propres. Les plus ou moins values latentes. Les biens de l'entreprise sont pris dans le bilan financier pour leur valeur réelle et non plus pour leur valeur comptable ou leur valeur d'origine. Ainsi, qu'on est en présence d'une plus-value ou qu'on est en présence d'une moins-value, on doit constater par rapport aux plus-values une augmentation et côté actif et côté passif. Et lorsqu'on est en présence d'une moins-value, on doit retrancher la valeur de la moins-value de l'actif et la retrancher des capitaux propres. Le principe qui régit la comptabilité, c'est l'enregistrement de toute immobilisation ou de tout élément de l'actif selon sa valeur d'origine. Nous, on n'est plus dans une logique
où on respecte la logique fonctionnelle et la logique juridique qui nous impose à enregistrer chaque bien selon sa valeur historique, sa valeur d'origine, là on est dans une logique patrimoniale qui cherche la valeur réelle de l'ensemble des éléments constituant l'actif et de l'ensemble de nos dettes. Certaines immobilisations ou certaines valeurs en stock n'ont plus la même valeur. On est en présence pour ces immobilisations d'une situation de plus-value. Ce n'est pas une plus-value réelle, mais c'est une plus-value latente. On a acheté un terrain à 1 million et actuellement il est à 5 millions de dirhams. On a 4 millions de plus-value latente. On va prendre en considération ces plus-values ou cette plus-value par l'augmentation de notre actif des 4 millions et par l'augmentation aussi côté passif niveau capitaux propres de 4 millions. Si on est en présence d'une dépréciation de la valeur d'un élément de l'actif, on doit constater ou prendre en considération cette dépréciation en retranchant de l'actif la valeur de la moins-value et côté actif, on doit aussi diminuer, côté passif plutôt, côté capitaux propres, on doit diminuer de la même valeur les capitaux propres. On arrive au stock de sécurité, dit aussi stock outil. Le stock de sécurité correspond au stock minimum qu'une entreprise constitue pour faire face à ses besoins d'exploitation et d'éviter par conséquent une situation de rupture de stock. Le stock de sécurité, c'est un stock minimum que chaque entreprise constitue et en dessous duquel il lui est impossible de fonctionner. C'est un niveau, soit qu'on s'impose soi-même pour continuer son exploitation dans de bonnes conditions, soit parfois c'est un stock imposé par l'État lorsqu'on est dans certaines activités comme le secteur pétrolier par exemple. Comme vous le savez bien, les stocks sont enregistrés au niveau de la classe 3 du bilan, actifs circulants, c'est-à-dire ils sont en relation avec l'exploitation de l'entreprise. Mais ce stock minimum n'est plus dans cette logique-là parce qu'il immobilise une certaine somme monétaire, non pas pour le cycle ou à l'intérieur du cycle d'exploitation, mais au-delà du cycle d'exploitation. Parce que même si les stocks tournent, mais la valeur du stock minimum, elle reste bloquée tout le temps. Alors, un retraitement ou un reclassement va s'imposer. Vu que ce stock est destiné à rester en permanence de l'entreprise, on va le retrancher ou la valeur de ce stock sera retranchée de l'actif circulant et, logique, on va la ramener vers l'actif immobilisé. Le stock de sécurité dit aussi stock outil. C'est un stock minimum nécessaire au bon fonctionnement d'une entreprise qu'on se fixe soi-même ou qui est imposé par l'État. Sa valeur est destinée à rester en permanence au niveau de l'entreprise. C'est une immobilisation d'une certaine somme d'argent. Vu que cette somme n'est plus une somme qui peut être mobilisée dans le court terme, on est dans l'obligation de la retrancher de l'actif et de la ramener vers de l'actif circulant et de la ramener vers l'actif immobilisé.
Un autre type de stock, c'est ce qu'on appelle le stock rossignol. Et il fait référence à un stock devenu obsolète du fait que certains produits sont anciens ou démodés. Soit il perd la totalité de sa valeur, soit il perd une partie de sa valeur. En fonction de la perte constatée, on va agir, on va alors diminuer la valeur de ce stock et on va le retrancher côté actif, côté passif des capitaux propres. S'il y a une perte totale de valeur, on diminue la totalité de la valeur du stock rossignol côté actif et la même valeur, on la retranche du passif côté capitaux propres. Si c'est une partie, 40%, 60% ou 70%, on va retrancher alors 70% des stocks niveau actif et on va retrancher ces 60 ou 70% côté capitaux propres. Autre reclassement à opérer, c'est les actifs à plus ou moins un an. On va reclasser les éléments de l'actif en fonction de leur échéance. Et par conséquent, certaines créances commerciales dont l'échéance peut être supérieure à une année doivent être retranchées de l'actif circulant et renvoyées vers l'actif immobilisé. De même, la partie des prêts à recouvrir dans moins d'un an devrait être transférée de l'actif immobilisé vers l'actif circulant. Les TVP et les effets escomptables. Les TVP, c'est des titres. On distingue au niveau des titres deux formes de titres. Soit qu'on est en présence de TP, titres de participation, ou de titres et valeurs de placement des TVP. Les TP sont enregistrés au niveau de la classe 2 avec des actifs comme actifs financiers, comme immobilisation financière, et les TVP sont des titres négociables et ils sont enregistrés au niveau de la classe 3. Si les titres qui sont en possession de l'entreprise sont aisément négociables, on peut prendre notre téléphone et opérer une vente et ils sont aisément négociables sur le marché financier. Il convient de les assimiler à de la trésorerie active. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je prends mon téléphone et j'opère maintenant la vente des actifs que je détiens, dans 2 jours, je vais avoir la contrepartie en liquidité dans mes comptes bancaires. Ils sont alors aisément négociables. Selon cette logique-là, le retraitement qui s'impose, c'est qu'il convient ou on peut les transférer comme éléments de trésorerie. Si ces titres sont aisément négociables, il convient de les assimiler à de la trésorerie active, au même titre que les effets escomptables. Si les TVP sont difficilement cessibles, je détiens des actions de la société Samir et actuellement la société Samir est une société qui est bloquée. Je ne peux pas vendre ces titres-là. Ils doivent être alors transférés de la classe 3 vers l'actif immobilisé comme élément d'actif immobilisé et ils ne sont plus des éléments de l'actif circulant. Tout dépend de la capacité de négociation. Est-ce qu'on est capable de les transférer aisément en liquidité ou est-ce qu'il nous est difficile de les transférer en liquidité? S'il nous est difficile de les transférer en liquidité, on les prend de la classe 3 et on les renvoie vers la classe 2. S'ils sont aisément négociables, on les prend de la classe
3 et on les transfère vers la classe 5.1. Côté passif, la première ou le premier retraitement qui s'impose, c'est les dividendes à payer. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices qui sera distribuée aux actionnaires. Chaque année, l'entreprise réalise un résultat et, courant l'année, elle va distribuer les dividendes, courant l'année suivante bien évidemment, elle va distribuer les dividendes qui correspondent à une partie du bénéfice. Les dividendes alors à payer doivent être éliminés des capitaux propres de la classe 1 pour être intégrés parmi le passif circulant hors trésorerie. Les dettes de financement. Les dettes de financement, comme vous le savez bien, une partie de la dette de financement arrive à échéance en moins d'un an. Parce que certes, on a emprunté 1 million de dirhams sur 5 ans, mais chaque année, une partie du 1 million qui a été emprunté, elle doit être remboursée à la banque. Alors, cette partie-là, qu'on doit rembourser, qu'on doit verser à la banque, elle n'est plus une dette à long terme, elle perd ce caractère de dette à long terme et elle devient une dette à court terme. Il y a lieu alors de la retrancher du ou des financements permanents pour la ramener vers le passif circulant comme dette à court terme. Les provisions pour risques et charges maintenant. Les provisions pour risques, elles ont été constituées par respect du principe de prudence dans l'hypothèse de charges ultérieures probables. On distingue les provisions pour risque et les provisions pour charges. Les provisions pour risque font apparaître au bilan un risque lié à une garantie, un engagement. L'entreprise a accepté de se porter garant pour une filiale, pour un prêt bancaire, et on estime que la filiale ne pourra pas, par exemple, rembourser et que la banque fera alors appel à la caution. À partir du moment qu'on a ce type de risque, on va alors provisionner le risque. Ça, c'est en relation avec la provision pour un risque futur. La provision pour charge, si on veut la définir, c'est des provisions qui sont utilisées par exemple lorsqu'une entreprise prévoit dans l'avenir, dans le futur proche, l'année prochaine ou l'année d'après, de grosses réparations et qu'elle décide d'étaler cette charge sur plusieurs années antérieures. C'est-à-dire avant qu'on opère la charge, on commence à constituer une provision pour être en mesure de réaliser cette réparation plus tard. Maintenant qu'on a défini ces deux types de provisions, on va voir quel est le traitement à opérer par rapport aux provisions pour risques et charges. Si elles ne sont pas ou plus justifiées, si ces provisions ne sont pas ou ne sont plus justifiées, elles sont alors considérées comme des réserves, parce qu'une provision, c'est des réserves, c'est de l'argent que je mets de côté. Elles sont alors considérées comme des réserves occultes et doivent être reclassées. C'est des réserves qu'on a mis de côté, mais qui n'ont plus lieu d'exister. On va prendre en considération la fiscalité latente. On va éliminer la totalité de la provision pour risques et charges. Au niveau du bilan, du passif, et 10% de la valeur de la provision, si l'entreprise est soumise à un impôt de 10%, comme vous le savez, au niveau fiscal,
il y a plusieurs impositions actuellement au Maroc. Auparavant, on était sur 30 et 30%. Actuellement, on est à 10, 17,5, 20, 17,5, 30 et 31 et 38 pour les banques. Admettons qu'on a un bénéfice inférieur à 300 000 dirhams et qu'on est en présence d'un impôt à payer de 10%. La provision qui n'a plus lieu d'être ou qui n'est plus justifiée, on doit payer l'impôt sur cette provision-là. L'impôt latent, c'est-à-dire courant l'année, il sera de 10%. Alors, on retranche la totalité ou on élimine la provision pour risque et charge de son compte provision pour risque et charge. 10% de la valeur de cette provision sera ramenée vers les dettes à court terme comme impôt et 90% changera de poste mais restera toujours au niveau de la classe 1 comme capitaux propres. Je répète, j'ai une provision. Cette provision n'est plus justifiée, n'a plus lieu de continuer à exister au niveau de nos comptes. La logique, c'est que cet argent qui a été mis de côté à un moment donné, on doit payer l'impôt sur cette charge, ou cette ancienne charge plutôt. On va prendre le montant de la provision, 10% de cette provision-là sera viré comme impôt latent qui sera versé dans l'année. Et par conséquent, on va la sortir de la classe 1 et on va la renvoyer vers la classe 4. Et les 90% restants seront versés au niveau de la classe 1. Ils resteront toujours au niveau de la classe 1. On va les sortir du poste provision pour risque et charge pour être virés dans les capitaux propres. Les dettes fiscales en relation avec les subventions d'investissement. Lorsqu'on obtient une subvention d'investissement, il y a lieu de payer l'impôt sur la subvention qui a été reçue. Si on décide de payer la totalité de la subvention la même année, parce qu'on a la possibilité de la payer en une seule fois ou de l'étaler sur 5 ans, ou en relation avec l'amortissement de l'immobilisation pour laquelle on a reçu cette subvention. Si alors on paye ou on va payer l'impôt sur la subvention en une seule fois, il y a lieu de prendre le montant de l'impôt et de le virer vers les dettes à court terme. Le montant net de la subvention restera au niveau des capitaux propres. Je répète, je viens de recevoir une subvention de 1 million de dirhams et quand je reçois une subvention de 1 million de dirhams, je dois payer un impôt sur cette subvention. Admettons qu'on est dans l'hypothèse d'un impôt de 10%. 10% de la subvention qui correspond à 100 000 dirhams doit être retranché de subvention. Le compte subvention, on le trouve au niveau de la classe 1 et doit être viré vers la classe 4. C'est un impôt latent. Et le reste va rester au niveau
de la classe 1, subvention nette d'investissement. Nette d'impôt plutôt. Les comptes courants d'associés, c'est l'argent qui est apporté par les propriétaires d'une entreprise. Ils peuvent être généralement considérés comme des financements stables et par conséquent, on doit les éliminer des dettes financières et ajouter aux capitaux propres. Ce transfert est justifié si ces comptes courants sont stables ou bloqués. Les comptes courants d'associés correspondent à un compte où on inscrit les dettes qu'a une entreprise parce que c'est les propriétaires qui ont apporté une certaine somme d'argent dont l'entreprise a besoin. Si on estime que les propriétaires ne vont pas récupérer dans le court terme cet argent-là, on peut le sortir de dette et l'assimiler comme si c'est des capitaux propres. S'il y a un risque que cette somme-là sera versée à ses propriétaires, il n'y a pas lieu d'opérer aucun retraitement. Les plus ou moins values, on les a vus tout à l'heure côté actif. En dernier lieu, on arrive aux engagements hors bilan. Les engagements hors bilan figurent dans l'éthique ou l'état d'information complémentaire et concernent entre autres les engagements financiers donnés par l'entreprise à des tiers. Ces cautions données par l'entreprise peuvent constituer un facteur de risque très important. Revenez au cas d'Enron que j'ai évoqué lors des vidéos précédentes. La chute d'Enron trouve origine dans ses engagements hors bilan parce que Enron ou les dirigeants d'Enron accordaient des engagements à leur filiale, c'est-à-dire que c'est ma filiale qui va emprunter de l'argent et je me porte garant, si elle ne paie pas, je paye à sa place. L'ensemble des engagements donnés en hors bilan, qu'il s'agit de garanties, d'hypothèques ou d'autres, doivent être évalués avec beaucoup de précaution parce que c'est des éléments qu'on appelle des hors bilan qui n'apparaissent pas sur le bilan, mais c'est des informations de nature qualitative qui sont données au niveau de l'éthique et qui peuvent impacter le devenir de l'entreprise. Pour preuve, le cas Enron. Enron a fait faillite parce qu'elle s'est portée garante d'un ensemble de filiales qui étaient créées dans une logique fictive pour cacher des malversations. Et le jour où ces filiales n'étaient plus en mesure de rembourser les banques se sont retournées contre Enron et Enron n'avait plus les moyens pour honorer son engagement. Alors que cette information ne figurait pas au niveau de l'actif ou du bilan d'Enron. Mais depuis, la législation américaine a changé et notamment, il y a lieu d'évoquer la loi Sarbanes et Oxley qui prend en considération l'ensemble du hors-bilan au niveau de l'évaluation d'une entreprise. Le bilan financier est alors un bilan qui s'établit après répartition du résultat en valeur nette et après les retraitements qu'on vient de voir. Récapitulons l'ensemble de ces retraitements.
Premier élément, c'est l'actif fictif. L'actif fictif ou les immobilisations en non-valeur. Quel est le retraitement à opérer? Les immobilisations en non-valeur, c'est des éléments qui n'ont plus de valeur ou qui n'auront plus de valeur vénale si on arrive à une situation de faillite. Alors, il y a lieu de les éliminer de l'actif immobilisé et, par respect du principe de la partie double, de les éliminer aussi des capitaux propres. Les plus-values sur immobilisation ou les moins-values sur immobilisation. Quel est le retraitement à opérer? Si on est en présence d'une plus-value, plus au niveau de l'actif immobilisé et forcément plus au niveau des capitaux propres. C'est une moins-value, on soustrait la valeur de la moins-value de l'actif immobilisé et on la retranche aussi des capitaux propres. Écart de conversion actif non provisionné. On a dit que l'écart de conversion actif correspond à une perte latente, une destruction de richesse. Une destruction de richesse probable, alors il y a lieu de la retrancher de l'actif immobilisé et de la retrancher des capitaux propres. Prêt immobilisé à moins d'un an. Prêt immobilisé à moins d'un an. Un prêt immobilisé, c'est un élément normalement qui est inscrit au niveau de l'actif immobilisé. Mais ce prêt-là n'est plus un prêt de long terme, mais une partie du prêt ou la totalité du prêt arrive à échéance dans moins d'un an. Il y a lieu tout simplement de la sortir de l'actif immobilisé et de la verser vers les créances, vers l'actif circulant. Le stock de sécurité ou le stock outil. Le stock de sécurité, on l'a dit tout à l'heure, c'est un stock dont la valeur va rester en permanence au niveau des comptes de l'entreprise. C'est une certaine somme d'argent pour laquelle ou à laquelle on ne peut plus y accéder. On va la ressortir alors des stocks pour la verser où? Pour la verser côté immobilisation. Parce que c'est de l'argent qui est immobile. Le stock rossignol, c'est une perte de valeur. On la sort alors des stocks en fonction du pourcentage de perte et on la sort aussi des capitaux propres. Les créances de l'actif circulant qui ont une échéance à plus d'un an, on les sort des créances et on les sort et on les verse côté actif immobilisé. TVP facilement cessible. Les TVP facilement cessibles, on les sort de la classe 3, c'est-à-dire de l'actif circulant, et on les verse où? Au niveau de la trésorerie de l'actif. Les TVP difficilement cessibles, on les sort aussi de l'actif circulant et on les verse côté actif immobilisé. Les provisions pour risques et charges non justifiées. Les provisions pour risques et charges non justifiées. On va opérer
une sortie de ces provisions parce qu'ils n'ont plus lieu d'exister, ils ne sont plus justifiés, moins 100% de la provision pour risque et charge, moins 100% au niveau de la classe 1, et 10% sera versé au niveau des dettes à court terme, passifs circulants, comme dette latente qui sera payée dans moins d'un an, et les 90% restantes seront versés toujours au niveau de la classe 1 comme des capitaux propres. Les parts de dette de financement inférieures à une année. C'est pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des prêts immobilisés à moins d'un an. Une partie de la dette à long terme, j'avais emprunté de l'argent sur 5 ans, mais une partie de cette dette arrive à échéance dans moins d'un an. On doit alors la sortir de la dette à moyen et long terme de la classe 1 et la verser vers la classe 4. Le résultat à distribuer ou les dividendes, on les sort des capitaux propres et on les verse au niveau du passif circulant. Je vous dis au revoir et à un autre chapitre, Inch'Allah.